Je vais reprendre les bases. Moi aussi, je me suis posé beaucoup de questions sur cette intervention, ça me travaille depuis un petit moment. Mais on parle des enfants depuis ce matin, et moi je suis enseignante. Je vous la fais courte, hein. Il n'y a pas des collègues qui sont vraiment formés à savoir avec quel objet humain on travaille, de quoi on parle, c'est quoi un enfant. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais dans l'éducation nationale, on y est confronté en permanence, mais je pense que dans les procédures, c'est encore pire que tout. Alors on va faire un petit rappel. Un petit rappel de ce que c'est que le cerveau. Je vais aller très très vite sur les premières diapos. Je veux juste vous donner quelques éléments. On ne va pas répondre à toutes les questions. On va juste, je vais vous donner quelques éléments pour réfléchir sur comment ça se passe, comment ça évolue. Notre cerveau, à la naissance, il n'est pas très mature. On a 3 modes de maturation de notre cerveau. Je vais revenir rapidement. La prolifération, c'est l'augmentation du nombre de neurones. Les neurones étant les cellules qui font les connexions. Et donc, la réflexion et les émotions et le traitement de toutes les informations qui entourent la vie et le développement. L'élagage synaptique, je vais vous le montrer, c'est une sélection de certaines synapses. Je vais vous le montrer en image, ça va être beaucoup plus visuel. Et puis la myélinisation, vous voyez ici, alors ça c'est les neurones. Les neurones, ils reçoivent les informations par les dendrites, ici, les petits prolongements là. Hop, on reçoit les informations. Hop, le corps cellulaire, il intègre, plus, moins. Je réagis pas. Hop, si je réagis, hop, j'envoie un message nerveux ici. Et plus vous avez cette petite myéline en rose là, plus vous avez cette petite gaine de myéline qui est importante, et plus la rapidité et l'efficacité du traitement de l'information va être effective. Donc, on continue. Voilà à quoi ressemble le tissu nerveux à la naissance. Nous sommes l'espèce animale la moins mature à la naissance. Je ne sais pas comment... voilà, il y a des neurones, hein. Alors on en a plein. On en a plein. Mais alors, je ne sais pas si ils ne sont pas bien connectés les uns les autres. D'accord? Donc, un bébé... voilà, ça n'a pas d'intentionnalité d'aucune sorte. Ça ne pleure pas pour emmerder son monde. Cela pleure, c'est à froid, ça a faim, ça a chaud, c'est pas bien, ça veut se tourner, mais il n'y a pas d'intentionnalité. C'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe? On y va. Ça, c'est la prolifération. Et puis, ce qu'on appelle la synaptogénèse, c'est-à-dire on fait des connexions. On découvre le monde, on court partout, on touche à tout, on met tout à la bouche, on découvre, c'est jaune, c'est bleu, voilà, hop. Et notre cerveau va comme ça progresser dans son développement, va proliférer. Et puis avec le temps, on va devenir qui nous sommes. Et on est tous différents. Donc on va tous avoir un élagage différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune de nos pensées, chacune de nos réactions, chacune de nos émotions va faire du réseau. Et ce réseau, il est individuel. Ce réseau, il est fonction de notre expérience, du traitement de notre information. Je vais revenir là-dessus, hein. Mais c'est important. Qui de l'attachement? Qui de à combien de pleurs on a répondu? Est-ce que je me suis débrouillée tout seul ou pas? J'ai eu du stress ou pas? Tout ça, ça fait de l'élagage. Le cerveau, il traite les informations de l'environnement au fur et à mesure de notre développement. Regardez ici, vous avez en rouge les zones les moins développées, en violet les zones les plus développées. 5 ans, 20 ans. Le cerveau se développe d'arrière en avant. La myélinisation que vous voyez ici, elle augmente la performance des réseaux élagués au fur et à mesure de notre développement. Alors, pardon. Voilà. Donc on commence au tout début, là, au cours des premiers mois,
on apprend à voir, on apprend à entendre, on traite des informations très sensorielles. Le bébé, il est extrêmement sensoriel et émotionnel. Et puis on apprend à parler, on apprend la signification des termes, et vous voyez que les fonctions cognitives supérieures, c'est-à-dire le traitement complexe des informations, va venir bien après. Et je voudrais insister, je vais essayer de gagner un petit peu du temps, je voudrais insister sur deux petites choses avant d'arriver là. La première, c'est, je vais vous parler de l'hippocampe. C'est une structure de notre cerveau qui est éminemment importante dans le traitement des informations dites mnésiques, c'est-à-dire de notre mémoire, et en particulier de notre mémoire épisodique, c'est-à-dire nos épisodes de vie. On vit un épisode, ça nous construit, et c'est parce qu'on a vécu cet épisode qu'on devient qui nous sommes. Donc cette neurogenèse, c'est-à-dire cet développement de l'hippocampe, va se faire tout au long de notre expérience. Et vous voyez, hein, là on est en décennies, nous continuons chaque jour à développer cette zone de notre cerveau. Donc ça c'est important, j'y reviendrai. Je voudrais insister ici sur le fait que ce qu'on appelle la mise en réseau des zones du cerveau les uns avec les autres, enfin les unes avec les autres, se fait vraiment, regardez ici, 15-18 ans. Trois régions qui vont nous intéresser en particulier. Le cortex préfrontal, dont on a vu dans les images précédentes qu'il se développait le plus tardivement, et qui est le centre de traitement, on va dire, une sorte de chef d'orchestre, une sorte de centre de contrôle. C'est cette zone-là qui est impliquée dans tout ce qui est tri des données. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer tout ça. Ici, vous avez les amygdales cérébrales qui sont à peu près matures à partir autour de 2-3 ans et qui traitent énormément d'informations essentiellement émotionnelles. Ces amygdales cérébrales sont parfaitement opérationnelles tout petit. Je disais 2 ans, c'est peut-être même avant. Cette région-là est parfaitement opérationnelle et elle est la commande de la réponse au stress. Véronique vous en a parlé, cette commande de réponse au stress, elle va démarrer de là. Et puis l'hippocampe. L'hippocampe, je vous l'ai dit, c'est une sorte de structure de stockage, d'accord ? C'est une sorte de grande bibliothèque. Un épisode, on enregistre, j'ai eu mes patins à roulettes à 8 ans, c'est trop cool émotionnellement, je m'en souviens d'autant plus que c'était trop cool, et que du coup je sais que voilà, j'ai archivé là comment j'étais habillée, comment c'était cool de rouler sur mes rollers, etc. Donc, les deux fonctionnent de concert. Les émotions permettent d'ancrer dans notre mémoire épisodique ce qui va nous construire les valeurs émotionnelles positives ou négatives. C'est de ça dont on parle quand on parle de trauma. C'est à ces structures-là qui sont particulièrement sensibles, vulnérables au stress. Je vais reprendre les mots de la petite fille dont nous a parlé Vanessa ce matin. Cette petite fille qui lui dit mais j'ai 6 ans. Je voudrais qu'on prenne 2 minutes là. Mais j'ai 6 ans. Regardez ici ce cortex préfrontal qui se développe. Hein. Il est là. Hein. Les enfants, ils apprennent à réfléchir au fur et à mesure où ils grandissent. D'accord ? Alors la réflexion ici, bon, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on réfléchit. Hein. Enfin, voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ici. Regardez bien ce prolongement. Ici, en vert bleu, vous avez le cortex préfrontal. En rose, le formix,
qui est une zone cérébrale très importante qui va mettre en lien ici les amygdales, c'est-à-dire la mémoire, au bout des... Pardon, je vous dis des bêtises. Ici, en orange, vous avez l'hippocampe, qui sont les structures d'archivage de notre mémoire, et au bout de ces hippocampes sont liées les amygdales cérébrales qui sont en lien avec l'émotion. Je résume. Ici, le système limbique qui gère l'émotion et la mémoire, en lien avec cette mémoire, et ici, notre réseau de contrôle du cortex préfrontal qui vient faire la connexion autour de 20 ans, s'il vous plaît. Je reprends les termes de ce matin. Une petite fille de 12 ans, de 6 ans, peu importe son âge, qui intentionnellement va venir aguicher qui que ce soit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je veux qu'on soit clair là-dessus. Dans les procédures, c'est hyper important. Quand on auditionne un enfant et qu'on n'a pas la connaissance de ce qu'on peut attendre et à quel âge, on n'est pas en capacité d'entendre ce qu'il dit. Parce qu'un enfant, les mots qu'il va employer à partir du moment où il a le langage ne sont pas les mots interprétés de l'adulte. Il faut connaître le développement de l'enfant, il faut savoir à quel âge on peut attendre quoi, il faut savoir recueillir la parole de l'enfant. Je fais référence très très rapidement à Mireille Cyr et à tout le travail sur le protocole Niche qui a été élaboré. Tout le monde n'est pas en compétence de recevoir et de traiter la parole de l'enfant. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le plan de la neurobiologie, ces dernières années, on a fait d'énormes progrès. Et j'ai juste choisi ici, encore une fois, on ne va pas pouvoir tout faire, hein, mais il y a cette revue de 2017 que j'ai trouvée particulièrement bien construite et qui est une revue qui regroupe un ensemble elle-même d'autres revues sur le développement des fonctions cognitives de l'enfant, le développement de l'enfant dans tous ses contours, de son développement ici de réseaux neuronaux que vous avez visualisé ici, entre une condition où il y a un adulte, figure d'attachement, un adulte protecteur, une, deux, plusieurs figures d'attachement aussi. Je veux dire, on est plusieurs adultes. Il y a la famille, il y a les enseignants, il y a si on écoute Céline Gréco, elle a eu une professeure de français, une infirmière, des adultes sur qui elle a pu compter, parler, des adultes capables de répondre aux besoins de l'enfant au moment où le besoin s'exprime. Ça favorise son développement. Il n'y a pas, et là encore une fois, je voudrais être super claire, et pardon si je prends un peu de temps, toutes ces polémiques qu'on entend dans la société ces dernières années sur le cadre, oui, le cadre, bien sûr, le cadre. Mais la bienveillance, ce n'est pas l'absence de cadre. La bienveillance, c'est répondre aux besoins d'un enfant, mettre des mots sur ses émotions, lui apprendre à mettre des mots sur ses émotions et l'accompagner dans son développement. L'amour, ça ne suffit pas. Pardon. L'amour, ça ne suffit pas. Les besoins fondamentaux de l'enfant ont été travaillés, élaborés. Il y a tout un pan de recherche là-dessus. L'enfant, il a besoin de stimulation, il a besoin de verbalisation, il a besoin de sécurité matérielle, physique, affective. Tout ça, c'est des concepts qu'on ne va pas détailler là. Mais j'insiste, lorsque l'enfant est négligé, délaissé, subit des violences, c'est tout son développement qui est altéré. Pour imager ça, je voudrais vous montrer les résultats d'une étude qui a été
amygdale, le cortex préfrontal, le chef d'orchestre, les émotions et la mémoire. On a un groupe de jeunes, 12-17 ans, des jeunes qui ont subi des violences sexuelles pendant l'enfance, et un groupe contrôle de jeunes qui n'ont pas subi de violences sexuelles pendant l'enfance. Vous avez donc le groupe contrôle en gris clair et le groupe stress post-traumatique, donc des enfants notamment incestés qui sont ici en orange. En gris foncé. On les passe dans un IRM, enfin l'expérience est faite, l'idée c'est d'enregistrer ces zones du cerveau, la réactivité des zones du cerveau de façon fonctionnelle dans un IRM, et on place dans cet IRM une apparition de mots qui sont le reflet d'émotions positives ou négatives. Et on observe simplement à l'IRM quelle zone du cerveau traite l'information. Il s'agit juste de traiter un mot qui apparaît, la joie, la tristesse, peu importe, avec des valeurs positives, négatives, et on regarde simplement les zones qui traitent les informations. Regardez ici, le groupe contrôle, c'est le cortex préfrontal qui intègre et qui traite l'information. Dans le groupe des jeunes, des mineurs qui ont été violentés sexuellement pendant l'enfance, c'est les amygdales qui traitent l'information. On n'a donc pas la même réponse, on ne répond pas de la même façon, et les altérations sont réelles. Alors on peut toujours dire, oui, mais on n'est pas allé regarder quelle est la zone du cerveau qui traite l'information avant l'agression. On ne peut pas comparer avant-après, peut-être. On n'était pas là avant-après, c'est vrai. Sauf que depuis, il y a quand même de nombreuses revues qui, systématiquement, ça fait quand même beaucoup de hasard, pardonnez-moi, mais systématiquement, que ce soit des vétérans de guerre, que ce soit des enfants violés pendant l'enfance, que ce soit des femmes violées à un instant T quand on fait des IRM, de nombreuses études sont venues montrer cette hyperactivité amygdalienne. Et Véronique a présenté l'axe de réponse au stress. Vous l'avez ici, je vous passe les détails de cette expérience, je ne voudrais pas perdre trop de temps. Simplement ici, en bleu, vous avez une hypersuppression, c'est écrit le mot, mais ça veut dire une hypersensibilité de la réponse physiologique au stress. Chez les enfants qui ont vécu des violences, on perd la réponse au stress. On perd leur physiologie de défense. Ici, chez l'adulte, on hypersensibilise cette réponse. Bien évidemment, ça va dépendre de plein de choses. Je vais aller un peu vite. Je vais revenir sur de quoi ça dépend. Je voudrais juste faire un petit point parce qu'on a entendu de nombreux débats sur ces troubles de la mémoire, les fameuses amnésies totales, partielles, oui, non, c'est quand, tout ça. On sait aujourd'hui sur le plan de la neurobiologie que les altérations du cortex préfrontal sont associées à des déficits de la régulation de l'attention, sont associés à un déficit de contrôle de la réponse émotionnelle. On s'étonne que les enfants fassent des crises, se roulent par terre et des colères absolument incontrôlées. C'est pas simplement parce que déjà à 6 ans contrôler ses émotions c'est compliqué, c'est en plus parce que on dégrade leur seule petite capacité en développement de pouvoir le faire et on aggrave les symptômes. Et oui, on aggrave les crises parce que c'est une altération et les conséquences de ces altérations. Les hypermnésies, des aspects émotionnels négatifs. Certains ici dans la salle le savent, ça revient. La première personne, c'est souvent, je ne sais plus qui disait ça, mais Pascal nous le dira tout à l'heure, parce que c'est lui qui en parle d'habitude. La première chose qu'un enfant fait, c'est s'en vouloir à lui-même. Les enfants n'ont pas d'armes de défense
n'ont pas de ressources de défense bien construites contre les adultes. On peut faire de la prévention, mais il y a toujours ce rapport de domination de l'adulte sur l'enfant. Il est là, il est réel. Donc la première chose qu'un enfant va faire, c'est considérer que c'est sa faute. C'est considérer qu'il est nul. C'est considérer qu'il n'arrive pas à parler. C'est considérer que s'il parle, alors ça va être sa faute si papa va aller en prison. Ces aspects émotionnels négatifs contre soi-même sont très reliés à cette altération du réseau de contrôle du cortex préfrontal et au tri des informations entre la partie émotionnelle et ce qu'on doit engranger comme information pour se construire. Alors oui, ça va dépendre du type de viol, de la négligence, combien ils étaient, tournantes, pas tournantes, etc., etc. Oui, ça va dépendre de l'intensité. Est-ce que c'était fait sous menace d'une arme, peu importe. Combien de temps ça a duré? Est-ce que ça c'est arrivé une fois ou est-ce que c'est arrivé pendant 10 ans? Est-ce que, en plus de l'agression, il y a un environnement familial qui avait... Ok, là, ça va? Pardon. J'essaye de parler là en face pour qu'on m'entende bien. Alors, du coup, oui, mais moi, il faut que je regarde la diapo, parce que sinon, ah si, je peux faire ça. Ah, c'est mieux? Alors, l'intensité, la durée, aigu chronique. Est-ce qu'il y a eu un stress avant ou pas? C'est la première fois, c'est pas la première fois. Est-ce que il y a d'autres membres de la famille qui ont généré aussi d'autres stress? Et puis, bien sûr, l'âge de maturité de l'enfant. Un enfant qui est violé à 18 mois, il ne verbalise pas. Un nourrisson de 6 mois qui est violé, il ne verbalise pas. Est-ce que ça veut dire que son cerveau n'a rien enregistré? Je ne sais pas, je crois pas moi. Mais voilà, encore faut-il s'intéresser à la question pour aller répondre à ça. Des recherches en France sur tout ça, il y en a extrêmement peu. Donc tout ça, c'est important. Bien sûr, il y a un effet de genre. Tous ces événements, bien qu'ils arrivent sur des prédispositions, bien qu'il y ait des zones de comment on va dire, de chevauchement, merci Michel, entre ces violences, les troubles neurodéveloppementaux, tout ça, bien évidemment, à court terme, va moduler les hormones de stress, va moduler les réponses et les réseaux neuronaux qui vont se construire. Et en fonction de cette balance entre est-ce qu'on est vraiment tout seul, ou est-ce qu'on a des ressources autour, on va déterminer les vulnérabilités ou la résilience. Je vais finir parce qu'au cours de la procédure, chacun de ces éclairs va venir suractiver le cortisol, suractiver l'amygdale. À chaque étape de ces procédures, l'enquête préliminaire, l'instruction, juste pour dire, les salles Mélanie pour l'enfant, étaient censées ne pas faire répéter. Et pourtant, il répète l'enfant, il répète au médecin, il répète à la confrontation, il répète aux auditions, il répète, il n'arrête pas de répéter cet enfant. Comment ça se fait qu'il répète comme ça? Pourquoi on fait ça? Donc, des adversités, il y en a plein, des violences, il y en a plein au cours des procédures. On enchaîne, que ce soit sur les instructions, que ce soit aux procédures civiles. Je vais arrêter de me parler de cette diapo que je ne maîtrise pas complètement. Tout ça pour dire que les stress, ça augmente, et en particulier quand on reçoit une lettre de nos lieux de classement sans suite, qu'on nous oblige à aller voir l'agresseur parce que c'est ton parent, alors tu es obligé, tu te soumets, tu as 2 ans,
C'est pas la priorité. Et je termine avec, presque, il me reste 2 petites diapos, mais vite. Il faut qu'on arrive à sortir tous de qui m'ont... Vanessa parlait de témoignages crédibles ce matin. Alors ok, mais la science nous aide, les preuves nous aident. Et aujourd'hui, même si les recherches sont en cours de développement, on a tout un pan de recherche encore à travailler sur ces situations-là. Moi, je voudrais juste vous montrer celle-là, qui date de 2023. Vous avez ici les performances cognitives et la quantité de stress. Lorsqu'on a des petits stress, c'est bien. Les petits stress, c'est bien, ça permet de se concentrer fort. Pourquoi? Parce que les petites augmentations, c'était toute une cascade que je vous explique très rapidement. Le BDNF, c'est un facteur de croissance des réseaux neuronaux. Quand c'est un petit stress, il y a une petite protéine qu'on appelle la plasmine et qui va venir libérer ce facteur de croissance neuronale. Et du coup, cette petite plasmine va favoriser comme ça les réseaux neuronaux. En plus de ça, cette petite plasmine ici, elle solubilise les petits caillots vasculaires qui se forment naturellement au fur et à mesure de notre circulation sanguine, dans le cerveau comme ailleurs. Donc elle fluidifie le sang. Et du coup, c'est bien, le sang circule bien, le réseau se développe bien, on augmente les performances cognitives. Sauf que quand le stress augmente, il n'y a plus de plasmine. Il n'y a plus de plasmine, il n'y a plus de BDNF, et il y a des caillots. Et tout ça, ça a été quantifié, vérifié, et on a ici un lien très clair entre les stress intenses et un certain nombre de pathologies. Et je finirai par ça. Je ne vous refais pas le topo. Je vous invite à aller voir les études de Dr Felici. Ici, c'est un ensemble de 37 publications, plusieurs pays. On est là dans des cohortes de plus de 250 000 participants. Et partout dans le monde, le trauma génère des pathologies. C'est un enjeu de santé publique majeur. Donc, les tentatives de suicide, alors oui, juste pour vous dire, hein, le OR, c'est un calcul, passons sur la méthode, au-dessus de 1, pour ceux qui ont fait des maths, tac, à 1, c'est une corrélation, d'accord? Donc, au-dessus de 1, on est corrélé positivement. Pour les tentatives de suicide, on est à 30. Voilà, je vous laisse découvrir les anxiétés, les troubles du comportement alimentaire et le reste. Alors voilà, moi j'ai fini. Moins on en parle, moins on entend, moins on traite juridiquement, moins on a suivi et moins on se prépare à ce que c'est que ces procédures judiciaires, et plus on va augmenter les stress post-traumatiques, mais aussi toutes les pathologies en santé mentale et ailleurs qui concernent toutes les victimes. Et plus on signale, plus la justice fonctionne. Recording stopped. Ok, ben je m'arrête alors, puisque c'est fini. Plus on prend en charge, et plus on va diminuer. Recording in progress. Je ne sais pas, je reprends. Non, je vais passer la parole à Louis, ça va être mieux. Merci de votre attention.